Salut les deux à cuire et j'espère que vous allez hyper bien, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un gros sujet, un sujet très polémique, puisqu'on va parler de l'histoire du droit à l'avortement. Alors, petit warning avant de commencer, vous savez, quand je fais mes recherches, je fais toujours en sorte d'être neutre, d'être objective. Vraiment, ça a été le cas hein. Pendant mes recherches. J'ai vraiment essayé de rechercher la vérité historique. Par contre, il faut savoir que je suis 100% pro-choix. Et bien sûr, dans cette vidéo, je ne pourrai pas rester neutre. Il y aura forcément des envolées pro-choix. Donc si vraiment vous êtes contre l'avortement, viscéralement, écoutez, regardez pas cette vidéo parce que ça va vous énerver. Et quant aux éventuels haters qui voudraient s'amuser dans les commentaires, écoutez, allez-y, hein, peut-être que vous ne le savez pas, mais plus il y a de commentaires sous une vidéo, mieux celle-ci est référencée, et plus vous mettrez des commentaires haineux, et plus vous me rapprocherez de la monétisation. Donc écoutez, voilà, si vraiment vous voulez vous énerver, écoutez, faites-le. Et écoutez, pour les personnes qui veulent comme continuer cette vidéo, je vous propose d'arrêter l'introduction maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et certaines choses assez surprenantes. Vous allez voir. Alors globalement, dans l'Antiquité, l'avortement était appréhendé de manière assez pragmatique. Il n'y avait pas de débat éthique ou moraux, hein, comme on va le voir, ça c'est vraiment des sujets très récents. Et d'ailleurs, sous certaines conditions, l'avortement était largement toléré. Alors il y a une civilisation qui fait un peu exception, ce sont les Babyloniens, puisque dans le code d'Hammurabi, donc un des plus anciens codes juridiques qu'on a trouvé, il est écrit que l'homme qui frappe la fille d'un homme libre et qui l'a fait avorter doit être sanctionné. Mais par contre, faire avorter une esclave, c'est ok. À la même époque, en Égypte, l'avortement était aussi accepté, puisqu'on voit dans le papyrus d'Ébers, ou d'Ebers, j'avoue que j'ai pas très bien vu comment ça se prononçait, donc qui est un traité médical vraiment très célèbre de l'époque, on peut lire des techniques pour avorter. Alors, chez les Grecs et les Romains, écoutez, c'est aussi toléré. C'est pas forcément encouragé, mais c'est pas un sujet, à une seule condition, que ça ne vienne pas bafouer les droits du pater familias. En effet, chez les Romains, le père est omnipotent sur sa famille. Il a le droit de vie et de mort sur ses enfants, il peut les vendre, il peut les prostituer, et donc l'avortement est autorisé uniquement avec l'accord du père. Si une femme décide d'avorter sans l'accord de son mari, celle-ci peut être poursuivie. Mais là encore, c'est pas pour des considérations morales, en fait, c'est plus une histoire de bien. Disons que le fœtus avorté est considéré comme un bien qui a été volé au père. Du coup, il n'y a vraiment pas de débat éthique ou moral. Je radote, mais j'insiste pour montrer que les arguments contre l'avortement ont vraiment évolué au cours des siècles et que les arguments modernes, ils sont assez récents. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, des obscurantistes, qui refusent de pratiquer en France l'avortement. Vous savez, cette fameuse clause de conscience. Bon, première parenthèse, moi, cette clause de conscience, elle m'énerve. Non, mais quand on est opposé à l'avortement et qu'on étudie en médecine, mais je sais pas, moi, on devient dentiste, on devient cardiologue, mais on devient pas gynécologue, enfin. C'est trop facile de devenir gynécologue parmi toutes les spécialités qui existent et de dire « Ah non, les avortements, c'est contre mes convictions. » Mais c'est n'importe quoi. Ça devrait être interdit parce que pour moi, il y a clairement volonté de nuire. Ces gens deviennent gynécologues pour phagocyter le système de l'intérieur et pourrir la vie des femmes qui voudraient se faire avorter. Donc clairement, pour moi, cette clause de conscience, ça devrait même pas exister. Tu deviens gynécologue, c'est ton choix, tu fais des avortements. Enfin, bref, ça m'énerve. Mais fermons la parenthèse. Et donc, aujourd'hui encore, des médecins refusent de faire des avortements parce qu'ils disent que ça viole le serment d'Hippocrate. Vous savez, ce serment que doivent prêter les médecins après leurs études. Parce qu'en fait, ce serment, il dit... Attendez, je vais lire, vous savez, je mémorise pas très bien les trucs. Voilà. Je ne remettrai pas à une femme de pécer abortif. Et donc, ces quelques mots ont fait que pour les pro-vie... terme ridicule, mais par praticité, je vais l'utiliser.
Hippocrate est devenu un symbole de la lutte contre l'avortement, mais pas du tout. Il faut savoir que Hippocrate, quand il pratiquait la médecine, il a travaillé, il a élaboré des recettes de potions abortives. Il n'était pas du tout contre l'avortement. C'est juste qu'en fait, ces mots, il faut les mettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, chez les Grecs, c'était les hommes qui pratiquaient la médecine, sauf la gynécologie. La gynécologie, elle était pratiquée par les accoucheuses. C'était vraiment un domaine féminin. Et ça aurait été considéré comme immoral et honteux pour un médecin, donc un homme, de s'occuper de ce genre de choses. Et donc c'est important à l'époque que les futurs médecins s'engagent à ne pas empiéter dans ces domaines féminins. Donc voilà, il était temps de rétablir la vérité. À l'époque, déjà, les techniques étaient variées, et soyons honnêtes, ça marchait pas très bien. Donc il y avait l'avortement chimique, notamment via des plantes. Le problème, c'est que souvent, pour que ça fonctionne, ces plantes devaient être prises à haute dose, et donc souvent, elles empoisonnaient la mère au passage. Il y avait aussi les avortements mécaniques via des aiguilles en bronze, mais aussi des massages. D'ailleurs, on a retrouvé sur un bas-relief à Angkor, donc au Cambodge, une image de femme qui se faisait avorter grâce à des massages du ventre. Et l'avortement magique. Donc oui, autant dire que celui-là, il marchait pas très bien. Mais en fait, il faut savoir que dans l'ensemble, ça fonctionnait pas bien parce que les Grecs et les Romains avaient une très très mauvaise connaissance de tout ce qui touchait à la reproduction et à la contraception, et on entendait vraiment tout. Par exemple, il y a Pline qui nous écrit que pour avorter, il fallait utiliser une décoction de poireaux. Il va falloir attendre le IIIe siècle pour qu'à Rome, les avortements soient interdits, mais c'était pour des raisons natalistes. Parce qu'en fait, l'Empire connaissait une baisse démographique, l'Empire avait besoin de soldats pour sécuriser ses frontières, et donc pour ça, il fallait des bébés. Alors bien entendu, l'arrivée du christianisme, puis plus tard de l'islam, ont eu un impact sur la pratique de l'avortement, mais pas aussi fortement que ce qu'on pense. Alors c'est sûr, les autorités religieuses ont toujours vu d'un mauvais œil l'avortement, parce que pour eux, c'était prendre la place de Dieu. Mais globalement, au Moyen-Âge, l'avortement était toléré tant que le fœtus n'avait pas d'âme. En fait, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on adhérait toujours à la pensée d'Aristote, selon laquelle l'âme n'apparaissait pas à la conception, mais plus tard, au bout de 40 jours pour les garçons et 90 jours pour les filles. Et donc, il était OK d'avorter avant les 40 jours, parce que c'était pas considéré comme un avortement, mais comme de la contraception. Et plusieurs penseurs influents de l'Église, comme saint Thomas d'Aquin, vont adhérer à cette vision des choses. Et cette vision que l'âme arrive bien après la conception, elle n'est pas que occidentale, puisque j'étais assez surprise de constater pendant mes recherches que c'est aussi partagé dans certains courants musulmans, parce que vous savez, globalement dans l'islam, il y a plein de courants, donc le sunnisme et le chiisme principalement, et que même au sein de ces mouvements, il y a des sous-familles, des courants, et que par exemple, si on prend le courant hanafite, donc qui était le courant majoritaire au sein de l'Empire ottoman et en Asie centrale, l'avortement était toléré. Là encore, si le père de famille donnait son autorisation, c'était pas considéré comme haram, donc interdit, tant que c'était fait 120 jours après la conception. Après seulement, ça devenait interdit. Et dans le courant chaféite, donc un autre mouvement sunnite, mais plutôt présent en Asie du Sud-Est et dans l'Est de l'Afrique, là, le délai est fixé à 40 jours. Mais je vais mettre dans la barre de description de la vidéo certaines de mes sources, parce que j'ai pas le temps de développer, et j'ai trouvé vachement intéressant le contenu. Donc voilà, on voit que l'islam et le christianisme n'ont pas forcément toujours été si fermement opposés à l'avortement, et que l'Église d'il y a 900 ans était paradoxalement plus ouverte sur le sujet
que l'Église de 2023. C'est à la Renaissance qu'il va y avoir un serrage de vis, où on entend souvent que la Renaissance c'est la grande libération après l'obscurantiste Moyen-Âge, mais pas du tout en matière de droits des femmes. Il y avait beaucoup plus de liberté au Moyen-Âge, et vraiment la Renaissance, le XVIe siècle, c'est vraiment un virage conservateur global, et l'avortement ne va pas y échapper. Donc en 1558, le pape Sixte V va condamner l'avortement, et le roi Henri II va rendre passible l'avortement de mort pour les femmes avortées. Bon, après, et ça on va voir, c'est récurrent dans l'histoire de l'avortement, il y a une grosse différence entre le législatif et le terrain, j'ai envie de dire, parce que dans les faits, il y avait très très peu de poursuites. Déjà parce que c'était très dur à l'époque déjà de faire la différence entre une fausse couche et un avortement, vu l'état de la médecine, et ensuite, c'était pas considéré comme un sujet prioritaire. Bon, alors s'il y a bien un siècle qui est totalement schizophrène sur le sujet de l'avortement, c'est le 19e, puisqu'on a vraiment une fracture entre les autorités et le peuple, et les us et coutumes. Donc, en 1810, ce qui est assez tard quand même, le code pénal donc napoléonien va se pencher sur l'avortement. Donc celui-ci va devenir un crime et peut exposer les avortés et les avorteurs à de lourdes peines de prison. Alors là encore, c'est surtout pour des questions très pragmatiques. C'est juste que les campagnes napoléoniennes ont saigné à blanc la population française. Et donc du coup, la France a besoin de futurs soldats. Donc vous vous en doutez, droits des femmes et guerre, ça va rarement de pair. Et donc la défaite de 1870 va encore accentuer la répression contre l'avortement. Disons qu'entre la fin du Premier Empire et la fin du Second Empire, il y avait une sorte de relâchement. Mais là, de nouveau, la natalité devient un enjeu prioritaire. La France a besoin de soldats pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Il va y avoir vraiment plusieurs grandes affaires qui vont impliquer des faiseuses d'anges, donc des avorteuses. Donc le plus célèbre étant celui de Marie-Constance Thomas, donc en 1891, qui était sûrement l'avorteuse parisienne la plus prolifique, puisque c'était une dame qui était surnommée d'ailleurs la mort aux gosses. Bon, c'était une pro, d'après ce que j'ai lu. Pour l'époque, elle avait un taux de mortalité très 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 faible. Globalement, elle avait une excellente réputation, et même des femmes de la haute société avaient recours à ses services. Elle avait une petite âme de social justice warrior, puisqu'elle avait un tarif qui dépendait de la richesse du client. Aux femmes pauvres, c'était quasiment gratuit, et par contre, elle chargeait beaucoup quand il s'agissait de femmes riches. Enfin bref. Et donc, cette pauvre dame va avoir un procès, et elle va être condamnée, à 12 ans de travaux forcés. Sauf que paradoxalement, à mesure que on réprimait de plus en plus l'avortement, le nombre d'avortements ne baissait pas. C'était même l'inverse, puisque le 19e siècle, c'était vraiment le siècle de l'avortement, pour plusieurs raisons. Déjà, le 19e siècle, c'est quand même le siècle qui marque le recul du religieux. C'est aussi le siècle du malthusianisme, vous savez, ce courant de pensée qui veut que pour mieux partager les ressources, il faut être moins nombreux. C'est également, paradoxalement, un siècle où les enfants ont été de plus en plus protégés via des lois qui encadraient le travail des enfants, qui ont mis en place la scolarité obligatoire, et donc c'était moins rentable d'avoir des enfants. Non, le terme est horrible, mais disons que dès lors que les enfants ne pouvaient plus travailler, du coup ils ne ramenaient plus de salaire à la maison, et donc c'était de plus en plus difficile pour les familles de nourrir une famille nombreuse, et donc du coup les femmes ne pouvaient plus se permettre d'avoir trop d'enfants, et donc avaient plus facilement recours à l'avortement. Donc, globalement, les femmes qui avortaient, elles n'étaient pas mal jugées par la société. Et d'ailleurs, en 1890, la journaliste féministe Séverine, vraiment une grande dame, va publier une tribune dans le quotidien Gil Blas, intitulée « Le droit à avorter ». Et elle va avoir une belle prose, et elle va notamment dire « L'avortement est un malheur, une fatalité, pas un crime. La législation n'a pas le droit de punir ce qui est son œuvre. Tant qu'il y aura de par le monde des affamés, le drapeau de Malthus,
Le drapeau taché de sang des infanticides avant la lettre flottera sur ce troupeau d'Amazones rebelles qui, forcés par vos lois de tenir leurs seins arides, ont droit de garder leurs flancs inféconds. Séverine ne fait que coucher par écrit et porter dans les médias un ressenti largement partagé par la population. Et même si la société n'est pas en soi contre l'avortement, malheureusement les politiques natalistes vont continuer à faire beaucoup de mal. En 1920, une loi va carrément interdire la contraception, l'avortement bien entendu, mais aussi le simple fait de mentionner des techniques de contraception. Parce que bien entendu, la France a perdu plus d'1 million de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Il faut repeupler le pays. Et en 1939, il va même y avoir une brigade de police uniquement chargée de lutter contre les avortements. Et bien entendu, vous vous en doutez, cette croisade contre l'avortement va avoir son climax avec le régime de Vichy. En effet, le maréchal Pétain tenait les femmes, et notamment les femmes célibataires et sans enfants, comme responsables de la défaite à cause de leur esprit de jouissance. Quant aux faiseuses d'anges, elles deviennent des assassins de la patrie. En effet, si la patrie, elle va mal, si la patrie, elle a perdu la guerre, c'est parce que la France a trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Voilà les causes de la défaite. Donc on voit que c'est surtout encore pour des questions démographiques et natalistes que l'avortement est pourchassé. D'ailleurs, ça aurait été très hypocrite de la part du maréchal Pétain de mettre trop en avant l'argument religieux, puisque derrière son travail famille-patrie et son air de bon catholique, Pétain, c'était un obsédé sexuel. C'était un homme tellement dépravé. Vraiment, mais il a accumulé des maîtresses toute sa vie. Parfois, il avait même plusieurs maîtresses en même temps. Et là, ça reste entre nous. On quitte le domaine de la véracité historique pour aller vers l'interprétation. Mais vu le nombre de maîtresses que Pétain a eu dans sa vie et sa conduite sexuelle débridée, vous allez pas me faire croire qu'aucune de ses maîtresses est tombée enceinte, sauf à ce que Pétain soit stérile, mais ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il était à l'origine lui-même de quelques avortements, entre nous. Donc les avorteuses vont être traquées et malheureusement quelques-unes vont être exécutées. Pour servir d'exemple, c'est le cas très célèbre de Marie-Louise Giraud, donc, qui a été guillotinée le 30 juillet 1943. Donc c'était une avorteuse à Cherbourg. Et son cas est très connu puisque en 88, Claude Chabrol a fait un film sur elle, Une affaire de femme. Et je vous encourage à aller le voir. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la fin du régime de Vichy n'a pas forcément été synonyme de libération pour les femmes sur ce sujet. Au contraire, en 1946, il y a eu un pic de poursuites juridiques, puisque je crois qu'il y a eu 5000 femmes qui ont été poursuivies pour avortement, encore pour ces raisons natalistes. Donc globalement, dans les années 70, les combats pro-avortement vont se muscler. Les années 70, c'est la deuxième vague de féminisme. Donc après la première vague qui portait sur les droits, et notamment le droit de vote, les années 70, c'est le droit à disposer de son propre corps. Et du coup, le combat pour l'avortement s'inscrit dedans. En 1971, il y a le fameux manifeste des 343 salopes. 343... célébrités ou même femmes anonymes vont témoigner et dire qu'elles ont eu recours à un avortement. Mais il va falloir attendre un très médiatique procès, le procès de Bobigny, pour que vraiment l'avortement vienne sur le devant de la scène. En gros, voilà ce qui s'est passé. Donc une jeune fille, Marie-Claire, de 16 ans, va être poursuivie pour avoir avorté après un viol. Et sa mère, Michel, va aussi être accusée de complicité, ainsi que la femme qui a fait avorter Marie-Claire. D'ailleurs, pour vous dire encore l'horreur du truc, c'est le mec qui avait violé Marie-Claire qui va ensuite dénoncer celle-ci à la police. En effet, c'était un petit voyou et il a été pris pour trafic de drogue. Et donc, pour amoindrir sa peine, il a balancé la femme qu'il avait violée à la police. Le connard jusqu'au bout. C'était une affaire en soi assez banale qui aurait pu rester anonyme, sauf que ces 3 femmes n'avaient pas n'importe qui pour avocate, elles avaient la célèbre Gisèle Halimi. Et Gisèle Halimi, elle avait vraiment la cause de l'avortement à cœur. D'ailleurs, elle avait fondé une association
choisir la cause des femmes. Et une des actions de cette association, c'était notamment de défendre gratuitement les femmes accusées d'avortement. Et elle va vouloir faire de ce procès un exemple. Elle va vouloir faire le procès du droit. Elle va vraiment démontrer pendant le procès que le code pénal de 1810 et que les lois de 1920, elles sont obsolètes. Et elle va obtenir gain de cause. Marie-Claire va être relaxée. Quant à sa mère, elle va juste devoir payer une amende. Bon, il faudra quand même attendre janvier 1975 pour qu'enfin la loi autorisant l'IVG en France soit promulguée. Et encore, on ne le dit pas beaucoup, mais il s'agissait que d'une loi provisoire. Il va vraiment falloir attendre 1979 pour que la loi devienne définitive et que enfin les Françaises puissent avorter. C'est vrai que Simone Veil, la ministre de la Santé de l'époque, mais elle a été tellement courageuse, ça a tellement été dur de porter ce sujet. Dites-vous qu'à l'Assemblée nationale, en 1974, il n'y avait que 10 femmes. Et quand elle s'exprimait au pupitre, elle se faisait insulter. Je crois qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point elle a donné de sa personne pour nous. Mais bon, les conditions pour accéder à l'avortement étaient quand même assez restrictives. Et en plus, le corps médical, on va dire, n'a pas forcément joué le jeu. Par exemple, pour faire ces recherches, j'ai écouté un podcast où il y avait un vieux médecin qui parlait et qui disait que dans les années 70, leur prof de médecine leur disait qu'il fallait faire des curetages à vif. Parce que même si l'avortement était devenu légal, il fallait quand même punir les femmes pour avorter. Et donc, on ne leur donnait pas d'antidouleur et on disait aux médecins, de leur faire mal. C'est horrible. Attendre 1993 pour qu'une loi mette en place le délit d'entrave à l'IVG en France. Bon, et que dire d'aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses à dire. Rappelons quand même cette phrase de Simone de Beauvoir qui écrivait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. » Et Dieu seul sait que le droit à l'avortement, il est remis en question, notamment via des nouveaux arguments, notamment les arguments religieux et moraux. C'est en grande partie pour ça qu'en juin dernier, en juin 2022, la Cour suprême des États-Unis, donc majoritairement conservatrice, enfin républicaine, a déclaré que l'arrêt Roe versus Wade n'était plus protégé par la Constitution. Et donc maintenant, aux États-Unis, chaque État a le droit de décider si oui ou non il autorise l'avortement. Ce droit est également menacé ailleurs, en Pologne, on voit que l'avortement est sur la sellette. En Chine également, alors en Chine c'est un petit peu à part parce qu'il n'y a pas ces considérations religieuses, c'est vraiment pour des raisons démographiques. Parce que vous savez que la Chine a des gros problèmes de vieillissement de la population. Et depuis 2016, il n'y a plus l'enfant unique. Et là, maintenant, ils changent de fusil d'épaule. Ils essayent d'inciter les Chinoises à faire plus d'enfants, ce qui n'est pas du tout gagné, puisque aujourd'hui, les jeunes Chinoises ne veulent plus avoir d'enfants. Alors, on en parle peu, mais en France aussi, le droit à l'avortement n'est pas forcément acquis. Dans beaucoup de régions, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir accès à l'avortement. À peu près un avortement sur 5 se fait, par exemple, dans un département autre que celui où réside la femme, soit parce que les services sont saturés, soit parce que il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui refusent de pratiquer l'avortement à cause encore de cette fichue clause de conscience. Et ça, c'est un gros problème. On voit aussi, et ça c'est très 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 inquiétant, qu'il y a un gap de génération. Il n'y a que 8% des Français de plus de 65 ans qui sont contre l'avortement, mais tenez-vous bien, il y en a 29% chez les 18-24 ans qui sont opposés à l'avortement. Alors ça, on ne peut pas le décorréler du fait d'un certain retour de la pratique religieuse chez les jeunes, et notamment chez les jeunes défavorisés. Voilà, donc c'est assez inquiétant. Bon, après, c'est peut-être juste des phases. Après tout, quand on est jeune, on est souvent radical, et peut-être qu'en grandissant, ils gagneront en maturité. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc dans le monde, à peu près 41% des femmes vivent quand même dans des pays où l'avortement est restreint. Et dans certains pays, c'est dramatique. Le Salvador. Non mais le Salvador, on n'en parle pas assez. Vous savez qu'au Salvador,
une femme peut être condamnée à de la prison après une fausse couche. Donc tout simplement parce que le Salvador a une sacrée conception de la maternité. Et donc en fait, cette femme a été condamnée, alors attendez, parce que la mère a manqué à son devoir de mère d'être la source de protection de ses enfants en toutes circonstances de la vie. Et donc, une fausse couche, c'est considéré comme un homicide avec circonstances aggravantes. Oui, donc clairement, les Salvadoriennes, elles sont pas prêtes d'avoir le droit à l'avortement, hein. Bon, après, tout n'est pas tout noir, et globalement, il y a quand même du positif. Aujourd'hui, il y a quand même 74 pays qui autorisent l'avortement sur demande. Donc sans qu'il y ait de motifs impérieux comme la santé de la mère ou si la conception est le fruit d'un viol. Et on voit que le nombre de pays qui autorisent l'avortement augmente. Alors c'est sûr que ce n'est pas forcément des pays aussi médiatiques que les États-Unis, mais ça reste quand même très positif pour les femmes qui vivent dans ces pays. Par exemple, en 2022, le Bénin a légalisé l'avortement. Et ça, c'est pas rien, puisqu'en Afrique, en 54 pays, il n'y en a qu'une dizaine qui acceptent l'avortement. Or, malheureusement, la plupart des avortements clandestins aujourd'hui dans le monde se font dans l'Afrique subsaharienne. Donc il y a eu aussi la Colombie. Et en 2021, il y a eu la Thaïlande, mais aussi la Corée du Sud. Alors la Corée du Sud, je suis tombée des nues. J'étais loin d'imaginer que l'avortement était à ce point-là verrouillé dans le pays jusqu'il y a peu. Donc voilà, il y a de l'espoir, mais il faut quand même rester vigilant puisque le mouvement anti-avortement est quand même très puissant. Mais regardez sur Internet, alors ça c'est choquant, mais quand vous tapez avortement sur Google, il y a plein de faux sites qui imitent les sites du ministère de la Santé et qui visent les jeunes filles en détresse. Et quand les jeunes filles en détresse vont sur ces sites et qu'elles utilisent les numéros d'urgence, elles tombent sur des bigotes qui en gros leur disent des choses horribles. Donc voilà, franchement c'est dégueulasse, c'est vraiment instrumentaliser la détresse d'autrui, c'est pathétique. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors bien sûr, c'était pas du tout une vidéo exhaustive, hein. Il y avait encore plein de trucs à dire, mais je crois que l'essentiel y est. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'était que certains arguments qu'on entend beaucoup aujourd'hui, notamment les arguments moraux, ils sont très récents. Et que, paradoxalement, même au Moyen-Âge, qui est souvent une époque même idéalisée par beaucoup de bigots et d'obscurantistes aujourd'hui, les gens étaient un peu plus progressistes sur ce sujet, qu'on ne cherchait pas forcément à jeter l'opprobre sur les femmes ou à les remplir de honte. Et qu'il faut être vigilant, parce que comme on le voit, l'histoire de l'avortement en France, c'est des hauts, c'est des bas, c'est beaucoup de variations, et que malheureusement, on n'est pas encore aujourd'hui en 2023 à l'abri d'un bas. Et j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Et bisous aux haters. Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous amuser à polluer les commentaires, faites-le. Moi, je pense que je vais sortir mes popcorn et je vais bien me marrer, écoutez, à lire vos commentaires. Salut!